Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs de cette magnifique journée intitulée International Day Online pour leur audace, leur persévérance et leur projet qui aujourd'hui prend tout son sens dans la période inédite au niveau international que nous vivons et subissons parfois d'ailleurs. En préambule, lorsque je préparais mon sujet, tout au début de cette année 2020, la crise du Covid-19 n'était pas encore apparue mondialement, ou tout au moins quelques cas apparus en Chine. Les thèmes sur les grandes transformations du monde d'aujourd'hui, et plus encore, particulièrement celle des transitions énergétiques et numériques, m'interrogent sur le surgissement d'un éventuel nouvel ordre mondial. Ces sujets sont motivés par le sentiment très fort du besoin, de la nécessité presque d'une réflexion qui traite des grandes mutations dans lesquelles nous sommes plongés. L'accélération tellement visible du temps depuis la fin des années 80, la multiplication des crises de toute nature nous donne le sentiment d'une nécessité résiliente qui reflète cette transformation absolument incroyable, qui exprime les recherches, les hésitations, les tâtonnements, les conflits des hommes face à elle, qui portent aussi une volonté de sortir par le haut de ces crises qui ont des noms connus. Changement climatique, bouleversement écologique, mutation économique et technologique. Puis est survenue avec une vitesse incroyable, une violence et une étendue stupéfiante, cette crise sanitaire du coronavirus, avec cette avalanche de conséquences dans tous les domaines. La catastrophe modifiait-elle le cœur de mon intervention ou au contraire, ne renforçait-elle pas la nécessité de réfléchir mieux, curieux des changements du monde, mais aussi mobilisé pour y jouer un rôle? Elle ne détonne finalement pas, tellement au regard de la succession de changements violents dans lesquels nous sommes plongés depuis plus de 30 ans. Notre époque est caractérisée par une très rapide mutation du monde, de tous les secteurs de la vie, à la fois économique, social, géopolitique, écologique et climatique, technologique dont le numérique ne serait-elle pas le point de rebroussement pour un nouvel ordre mondial? C'est aussi comment analyser ces changements, quels sont leurs effets, quelles sont leurs causes, comment agir dans l'ensemble de ces domaines, dans cette complexité effarante. Tous les acteurs, quels qu'ils soient dans le monde, dans chacun des actions qui le concernent, et plus particulièrement les grandes puissances, sont engagés dans des trajectoires multiples pour traverser la tourmente, faire face aux impacts de ces transformations sur leur rôle dans la stratégie économique et gouvernance mondiale, et dans toutes ces mutations, les conflits se développent, les intérêts s'exacerbent, les tensions violentes et de tout type éclatent, parce que des enjeux mondiaux, massifs, sont présents dans ces transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques, numériques et sociétales. Finalement, la somme des transitions à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, et surtout la vitesse de ces transformations, conduisent à une complexité rarement atteinte. Changement climatique, transition énergétique, révolution digitale, mondialisation, crise financière et de l'endettement, explosion des inégalités sociales et recul des solidarités nationales, crise identitaire et durcissement des relations internationales. Il faut agir, mais dans quel sens? Et en quoi les transitions énergétiques et numériques peuvent-elles être source d'un nouvel ordre mondial au regard des trois principales puissances économiques que sont l'Europe, les États-Unis et la Chine? Enfin, rappelons que les transitions numériques et écologiques structurent fondamentalement toutes les transformations socio-économiques de ce nouveau siècle, au travers de relations extrêmement complexes, et laissent par contre entrevoir un large potentiel d'innovation qui se situe à la convergence de ces deux transitions, ainsi que des disruptions organisationnelles. Dans cette perspective, par exemple, les mécanismes de type blockchain favoriseront des transactions pair à pair propices à la décentralisation énergétique et à l'émergence de monnaies carbone ou de monnaies énergie. Je pense pour ma part que la transition énergétique est à l'heure des confrontations et bras de fer des grandes puissances, Chine, États-Unis, et l'Europe, elle-même à la croisée des chemins. Pour l'Europe, les politiques énergétiques à venir, in fine, doivent concourir à trois objectifs majeurs. Le premier restera toujours la sécurité énergétique, c'est une notion fluide au cours du temps, mais invariablement, les pouvoirs publics au niveau européen doivent garantir un approvisionnement qui est de facto essentiellement en provenance de l'étranger, à court, moyen et long terme. Le monde en crise dans lequel nous entrons, crise géopolitique, terrorisme, crise financière latente, crise écologique, tension sociale accrue, ne peut que renforcer ce besoin. La France et l'Europe, champions de la COP21 et de l'accord de Paris, ne peuvent échapper à leur rôle de leader sur la lutte et l'adaptation au changement climatique. S'ajoutent toutefois de nombreux sujets à cette dimension écologique, comme les pollutions locales, l'agriculture,
la dimension sociale des politiques de transition écologique, la gouvernance et la mobilisation des acteurs. La précarité énergétique est un thème qui malheureusement revient d'actualité et qui n'est pas du tout derrière nous. Classiquement, les questions d'efficacité et de compétitivité sont centrales à la fois pour l'industrie, l'économie et les ménages. Beaucoup de compagnies électriques européennes sont aujourd'hui dans une situation difficile. On constate par ailleurs un coût de l'électricité élevé en Europe, notamment en Allemagne et en France. La nouvelle équipe européenne place l'énergie et le climat comme sujet phare. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, avait annoncé sa priorité dès son élection, lancée dès les premiers 100 jours de son mandat, une grande loi climatique à travers le Green New Deal. Frans Timmermans, vice-président néerlandais en charge du dossier, a annoncé également la création d'un fonds pour une transition équitable, une loi sur le climat consacrant l'objectivité de neutralité climatique pour 2050 et la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Pour les États-Unis d'ailleurs, champions de la production énergétique, avec les pétroles et gaz de schiste, redeviennent extrêmement producteurs. Ils deviennent donc beaucoup moins sensibles aux importations et à la dépendance. Cela change leur géopolitique, comme on le voit tous les jours. Le paradigme ancien de sécurisation coûte de leur approvisionnement, avec toutes les conséquences que cela implique, a disparu. Les États-Unis deviennent exportateurs de charbon, de pétrole et de gaz. C'est dans le domaine du gaz que leur volonté d'ouvrir des nouveaux marchés sera le plus fort. Le match sera d'autant plus sensible que d'autres acteurs veulent préserver leur part de marché ou sont également offensifs. Notons la Russie, le Qatar et l'Australie. C'est aussi dans ce contexte que la crise iranienne peut être perçue. Le nucléaire stagne. La production de renouvelables aux États-Unis décolle sur de grandes quantités. Le bilan CO2 profite de la conversion effective du charbon par le gaz, même si ce n'est pas une politique publique portée par le gouvernement américain. Enfin, la Chine change. Les Chinois ont un objectif stratégique très clair, être indépendants énergétiquement autant que possible et dépendre le moins possible des importations. En cela, ils se distinguent considérablement de l'Inde et de l'Europe. À la croissance chinoise se tasse actuellement, et hors Covid-19 bien sûr. Mais auparavant, il faut noter que à chaque fois que la croissance était forte, la Chine était également en très forte croissance de production énergétique nationale. Leur taux de dépendance est raisonnable. Il est aussi constamment entre 10 et 30%. On note que de 2000 à 2016, la politique énergétique chinoise est basée sur le charbon. Ils l'ont massivement exploité chez eux, massivement acheté à travers la planète. Mais le niveau s'est stabilisé désormais. La Chine s'oriente vers un plateau de production et de consommation de charbon. Xi Jinping l'a dit très clairement, l'avenir de la Chine ne sera plus basé sur le charbon. La Chine souhaite maîtriser ses importations de gaz naturel. Elle reste volontairement adossée à des partenaires proches dans le cadre d'alliances politiques choisies, avec la Russie, mais aussi avec l'Asie centrale, dont le Kazakhstan. Ils font du nucléaire, mais à un niveau intermédiaire cependant. Ils ont ensuite développé massivement l'hydraulique, comme le barrage des Trois Gorges, mais ils arrivent aux limites de leur capacité disponible. Depuis quelques années, sans qu'à l'époque cela ait été beaucoup anticipé, ils ont réussi à introduire réellement et quantitativement l'éolien, le photovoltaïque dans le mix chinois. Pour les 15-20 prochaines années qui viennent, la Chine va être un acteur clé de la transition énergétique. Quelques chiffres éclairent le débat. 45% des investissements pour les véhicules électriques se feront en Chine. 40% des investissements pour les systèmes de piégeage de carbone se feront dans ce pays, ainsi que 27% des investissements pour l'éolien, le solaire et le nucléaire. Un point intéressant est donné sur le segment automobile. Le Parti communiste chinois a décidé très récemment de consacrer ses efforts sur la voiture hydrogène. Cela ne signifie pas qu'ils arrêtent le véhicule électrique ou la batterie, mais au contraire, le gouvernement chinois demande aux constructeurs de véhicules à batterie de se passer de subventions publiques et de conquérir le monde. On peut donc s'attendre à un tsunami de véhicules à batterie chinoises dans le cadre de la transition écologique. Nous aurons beaucoup de briques technologiques chinoises à prix cassé pour développer le captage, stockage du carbone, l'éolien, le solaire ou encore le nucléaire. L'Europe doit être un modèle d'efficacité énergétique et d'intelligence collective. En effet, l'Europe, face à ces géants, va devoir adopter une stratégie plus adaptative que ce que l'on a fait dans le passé. Cela permettra de renforcer la résilience européenne. Nous donnons des pistes concernant l'offre et la demande d'énergie. La nouvelle équipe européenne, en plus, devra définir les stratégies, la gouvernance et l'économie de cette transition indispensable. Cette transition énergétique européenne doit concilier économie, environnement et cohésion sociale. Il faut parier à la fois sur une production d'énergie propre et sûre européenne, un transfert d'énergie vers celle moins carbonée et renforcer drastiquement notre efficacité énergétique. Dans le domaine de l'offre, centré sur les technologies matures et rentables, l'Europe doit continuer à développer les énergies marines et fluviales, solaires, éoliennes ainsi que la biomasse. Le nucléaire doit trouver sa juste place concernant les fossiles. Le gaz naturel doit remplacer le charbon
le pétrole dans le secteur des transports doit disparaître. Enfin, le captage et le stockage du carbone doit rester une carte possible. Le plus grand axe va être mis en place d'une dynamique d'énergie intelligente. Elle-même repose sur deux pieds, la transition numérique et l'hydrogène. Pour l'efficacité énergétique, la principale rupture est apportée par l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, les plateformes, la servicisation, les vecteurs se numérisent. Les systèmes communiquent et ils communiquent avec le reste du monde. La dématérialisation des échanges documentaires, de la transmission des ordres et des informations s'ajoute à la généralisation du numérique. Ce sont les outils clés permettant de développer une stratégie qui peut prendre une ampleur considérable. Certains appellent cela le négawatt, le trésor apporté par la non-consommation pour un service malgré tout atteint. Je préfère pour ma part la mobilisation de la deuxième loi de la thermodynamique pour renforcer la résilience, la souveraineté et l'indépendance énergétique. Cette transition numérique transforme radicalement le domaine de l'énergie, aussi bien dans l'industrie, le commerce, le transport et la mobilité qu'au niveau des ménages. Les gains d'efficacité sont très importants. Le champ des domaines concernés est très large, optimisation de la taille des réseaux, optimisation du mix des réseaux, partage des réseaux, gestion de la demande, optimisation de la maintenance, optimisation de la composition des flottes, approvisionnement amélioré, rapport et aide à la décision, prévention, évaluation des meilleures pratiques, conception de la valeur ajoutée, construction sobre, mise en œuvre et stratégie, optimisation de la technologie, décision de déploiement, approvisionnement plus efficace et gestion de l'offre. Enfin, optimisation de la main-d'œuvre, recrutement, allocation du capital fondé sur le risque, optimisation du déploiement de réseaux intelligents, ordonnancement, achat et stock, gestion et conception de la valeur, planification des opérations. Cela permet une meilleure synchronisation des offres et des demandes dans tous les domaines. Cela concerne aussi bien des sujets de très court terme, comme l'équilibrage offre-demande, de moyen terme, comme la programmation, et de très long terme, comme le choix d'infrastructures ou même de filières industrielles. Mais ne nous trompons pas, malheureusement. Nous sommes dans une guerre économique mondiale, perçue dès le début des années 90 avec sa dimension technologique portée par la transformation numérique et l'émergence d'une économie informationnelle, appelée data-driven. Les giants, les grands Américains, conduisent cette guerre économique et technologique comparable à la course aux armements dans la première guerre froide. Mais dans le domaine de l'efficacité énergétique, il y a aussi l'apparition des filières nouvelles. On pense à l'hydrogène, mais en fait le sujet est plus large. Il est qualifié de Power to X, il inclut d'autres produits comme le méthanol, l'ammoniac et les carburants de synthèse. Le secteur de l'hydrogène peut devenir un élément central du secteur énergétique de demain. L'hydrogène étant un vecteur énergétique. Une fois produit, on peut le stocker, le transporter et s'en servir comme source d'énergie. Il apparaît alors comme un débouché pour les points de production d'électricité renouvelable ou décarbonée aux coûts les moins élevés, pour les points de production d'électricité fatale, c'est-à-dire non adossés à un marché et donc induisant économiquement des prix bas, voire négatifs. Du fait du défi climatique, l'hydrogène doit être produit par l'électrolyse avec de l'électricité décarbonée. Par ailleurs, l'hydrogène peut être utilisé pour les applications difficiles à électrifier ou pour les applications utilisant actuellement le diesel. C'est particulièrement vrai dans le domaine du transport et de l'industrie. Dans le domaine du transport, cela concerne quasiment tous les vecteurs, les véhicules légers aussi bien que les camions et les bus, mais aussi les trains et même les drones et avions à base d'hydrogène. L'hydrogène participe également de la lutte contre la pollution de l'air, les particules, le NOx ou autres objets polluants. Le sujet est donc fortement au centre des préoccupations environnementales. L'Europe, face à ces géants, va devoir adopter une stratégie plus adaptive que ce que l'on a fait dans le passé. Il faudrait arrêter le charbon en Europe et mettre en place une politique d'accompagnement social financée au niveau européen. Il faut accompagner ce mouvement d'une diplomatie pour infléchir drastiquement son usage. Comme de nombreux rapports l'indiquent, l'exploration et la production de pétrole est excessive, alors que l'on vise un long terme où son usage est limité à la chimie. Il faut donc très à présent, comme cela a été fait en France, négocier pour que tous les pays de la planète indiquent quand ils vont arrêter son exploration et sa production. Une loi Hulot mondiale, par exemple. L'Europe doit également engager une dynamique de rupture sur les taxations des transports aériens et maritimes. Enfin, ensuite, au plan intérieur de l'Europe, la transition énergétique européenne doit concilier économie, environnement et cohésion sociale. Il faut d'abord mettre un prix au carbone. Nous proposons un prix élevé imposé aux importations de carbone intégré dans les biens. Cela renverserait la dynamique des fuites carbone. Nous proposons également un prix à une concurrence due à une production européenne, mais avec une distribution de droits correspondant gratuit. Pour le transport de fret, nous proposons également un prix médian concernant les ménages. Il faudrait un prix plus bas
avec des compensations de revenus pour les plus modestes. Alors, dans le domaine de l'offre centrée sur les technologies matures et rentables, l'Europe doit continuer à développer les énergies marines et fluviales, solaires, éoliennes, ainsi que la biomasse. Mais le plus grand axe intérieur va être la mise en œuvre d'une dynamique d'énergie intelligente fondée sur la transition numérique et l'hydrogène. Pour l'efficacité énergétique, la principale rupture est apportée par l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets, les plateformes et la servicisation. Nous voyons bien maintenant l'extrême imbrication de la transition numérique avec la transition énergétique, et réciproquement. En moins de 10 ans, la grande pulsion du digital bouscule l'espace de réflexion stratégique dans une trace de fin de monde. À la fois multiforme et mobile, le cyberespace en expansion continue se complexifie avec l'Internet des objets, fait appel à toutes les intelligences, artificielles, mais aussi comportementales, émotionnelles, économiques, au machine learning et à la virtualité en tant que réalité augmentée. Une Second Life s'invente avec d'autres mondes jumeaux ou digital twin, conformes aux imaginaires californiens, proclamant d'ailleurs la déclaration d'indépendance de cyberspace ou enfin à une économie financée par des crypto-monnaies. Il irrigue nos sociétés, modifie les chaînes de valeur, structure contenant et contenu, que sont les fameux big data, nouvel or noir d'ailleurs, pas moins certains, moins carbonés. Et à tout cela s'ajoute une quatrième dimension, celle des cyberattaques, de l'espionnage économique, ou encore des atteintes à notre liberté individuelle par reconnaissance faciale. La nouvelle ère de l'information est porteuse aussi de renaissance, rythmée par une succession d'innovations, du Web 1 originel au Web NX décliné en de multiples applications, comme l'usine 4.0, augmentée de l'interaction programmée, des chatbots, des botnets ou cobots, de plus en plus conversations numériques. Les grands géants américains que l'on appelle couramment les GAFAM, que sont les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, puis chinois, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei, conduisent cette guerre économique et technologique, comparable à la course aux armements de la première guerre froide, mais une guerre accélérée. L'Europe en est largement distancée. L'hégémonie digitale est visée. Dans cette guerre hors limite, les stratégies de Lisbonne Horizon 2020 sont innocentes. Politique de renoncement par dissonance cognitive en Europe. Il est peut-être trop tard pour reproduire les géants du numérique, admet le programme de la Commission européenne pour les années à venir. Si les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ne sont pas reproductibles en Europe, pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, celle-ci entend néanmoins doter le continent, plutôt le vieux continent, d'une souveraineté technologique dans certains domaines essentiels. Et afin de faire de cette souveraineté technologique une réalité et à défaut de pouvoir recréer les GAFA, elle veut investir dans des technologies qui pourraient faire naître la prochaine génération de géants du numérique. Il s'agit notamment de la 5G, de la blockchain, du calcul à haute performance, de l'informatique quantique, des algorithmes ou encore des outils de partage et d'exploitation des données. Comme vous le constatez, ce nouveau programme européen numérique est une des 3 priorités de la Commission européenne avec le climat impliquant la transition énergétique et l'économie pour les 5 prochaines années. En conclusion, pour tous les entrepreneurs, dirigeants et acteurs de la vie économique, publique, privée et sociale, qui vivent chaque jour leurs passions, leurs aventures et projets, chaque jour à l'international et participent en ce 25 juin 2020 à cette magnifique manifestation numérique, salon virtuel qu'est l'International Day Online, les transitions énergétiques et numériques sont 2 transformations majeures mondiales en cours, mais qui sont fondamentalement différentes. La première nous amène vers un but souhaitable, à savoir une économie, une société bas carbone. La seconde est, quant à elle, un moyen devant être mis au service d'objectifs supérieurs économiques, sociaux ou environnementaux. Cependant, la conjugaison de ces 2 transitions nous offre des opportunités formidables au niveau mondial. Le numérique fournit de nouvelles possibilités à tous les acteurs, que ce soit les consommateurs, les collectivités locales, les entreprises, par un accès démultiplié aux données et par l'émergence de modèles énergétiques plus interactifs, plus flexibles et plus décentralisés. De nombreux enjeux doivent être pris en compte pour pouvoir tirer pleinement profit de ce potentiel numérique. Maîtriser la consommation énergétique des outils numériques eux-mêmes, assurer la sécurité des systèmes numérisés, créer de nouveaux services à valeur ajoutée et repenser le rôle des acteurs publics et privés. Soyons optimistes et faisons que l'Europe se ressaisisse rapidement et que les 5 prochaines années nous permettent tous ensemble de retrouver notre place parmi les 2 géants
que sont les États-Unis et la Chine. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'il y a peut-être un nouvel équilibre ou ordre mondial qui permettra le surgissement d'un nouveau monde durable, inclusif et solidaire. Merci encore pour votre présence et votre écoute, et bon courage.